Alors que la réalité, en fait, n'importe quel physique t'as, tu peux être très très fort en triathlon. Chaque année, j'essaie de me qualifier au championnat du monde. Tu apprends des limites que tu connaissais pas. C'est surtout ce qu'ils oublient, les amateurs, c'est que les professionnels, ils ont la récupération et que c'est super important. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Sans Limite où on parle de sport d'endurance, de triathlon et de tout ce qui s'y rapporte. On met vraiment beaucoup d'énergie pour vous proposer ces épisodes et en échange, la seule chose qu'on vous demande et qui ne vous coûte absolument rien est de nous laisser une petite note 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez pour nous écouter et un petit commentaire sympa. C'est pas grand chose pour vous, mais pour nous, ça nous aide énormément à faire connaître le podcast et donc à le développer pour vous proposer davantage de contenu par la suite. Allez, merci par avance et je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Eva, écoute, je te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour me rejoindre sur le podcast. Ça me fait super plaisir de t'avoir et je pense qu'on va passer, on va dire une petite heure ensemble qui franchement me fait plaisir et j'espère que ça sera également pareil pour nos éditeurs. Merci à toi de m'avoir invité sur ce podcast. Écoute, c'est le plaisir et pour moi. Écoute, là, on enregistre le podcast. Il est samedi, il est 18h. J'imagine que tu as déjà passé une bonne journée à l'entraînement. Normalement, je pense que même pour les pros, le week-end, ça reste quand même la grosse partie de la semaine, non ? Oui. Surtout que je travaille le lundi, mardi. Et souvent, ma semaine, elle termine vraiment le dimanche à 18h. Elle est censée être terminée. Donc, c'est vrai que le week-end, en général, je m'entraîne bien. Bon, écoute, j'espère que tu as encore de l'énergie pour nous. Oui. J'ai aucun doute sur ça. Peut-être que pour les gens qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu aurais la possibilité de te présenter en quelques minutes, connaître un petit peu qui est Eva Morsac? Ok, je m'appelle Eva, je viens de la Bretagne. J'ai déménagé à 15 ans, je suis allée à l'internat à Font-Romeu dans l'objectif de devenir professionnelle. Après, je savais pas trop exactement dans quelle distance j'allais me lancer. Hem, j'ai fait donc la Bre où j'habite par rapport à Fourmeux, c'est à 900 kilomètres quand je suis partie à 15 ans et ensuite, j'ai fait ma première et terminale au lycée climatique, Coubertin de Font-Romeu et arrivée en première année de STAPS, j'ai rencontré un autre entraîneur et là, maintenant, ça va faire, 10 ans que je m'entraîne avec lui. Petit à petit, je me suis orientée dans un nouveau club qui s'appelait, Triathlon Toulouse Métropole, où j'ai fait quelques grands prix et D1 avec eux. Mais avant ça, je suis restée 8 ans dans le club de Pontivy, qui était en Bretagne. Et là, cette année, ça fait 2-3 ans que j'essaie d'aller un peu sur la longue distance, parce que c'est vrai que c'était, un format qui me plaisait plutôt bien et là, j'ai commencé il y a à peu près on va dire qu'avec mon entraîneur, ça doit faire 2 ans que vraiment je me suis lancée, full sur la longue distance. Donc j'ai parlé un peu avec, Toulouse en leur disant que je voulais arrêter, les grands prix et j'ai recontacté mon premier club et là, Ouais, maintenant, je suis revenue dans mon premier club en Bretagne où mes parents habitent à Pontivy. Voilà. d'accord. D'accord. C'est vrai qu'en France, l'écosystème un petit peu des clubs, ça reste quelque chose qui est encore assez, très présent. J'imagine beaucoup plus présent que dans d'autres pays. Et d'ailleurs, on voit souvent des athlètes aussi étrangers qui en fait ont une affiliation à un club français, alors qu'ils n'ont rien du tout aucun lien à la base. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, dans l'écosystème et dans le triathlon, c'est quelque chose qui est assez présent. J'ai plein de questions sur ça, naturellement. Une des questions que j'aimerais te poser plus tard, c'est aussi par rapport à le fait que tu vives et que tu t'entraînes en altitude. En plus, ça fait déjà un petit moment, donc je pense que tu dois avoir pas mal de perspectives intéressantes sur ça. Si on revient un petit peu sur le départ, un petit peu comment tu as commencé, et donc quand tu as décidé de bouger de là où tu étais vers Font-Romeu quand tu avais 15 ans. Est-ce qu'avant ça, tu pratiquais déjà ce sport-là? Est-ce que tu pratiquais l'un des 3 sports individuellement ou c'est vraiment quelque chose qui est venu plus ou moins ensemble? Déjà, j'ai commencé avec, la natation, mais seulement à 8 ans. Ok, Parce que je faisais souvent des rendez-vous chez les médecins parce que je faisais des grosses crises d'asthme
et c'est vrai que ça limitait pas mal, l'entraînement. Après, j'ai appris que non. Mais au début, les médecins, ils m'interdisaient vraiment d'aller faire, le moindre effort parce que vraiment je marchais 150 mètres, je faisais une crise d'asthme. Waouh! Par exemple, je montais l'escalier chez moi, je faisais une grosse crise d'asthme et plusieurs fois, j'ai fini mes nuits à l'hôpital. Donc c'est vrai que c'était des période qui était un peu compliquée, puis c'est là où j'ai rencontré mon premier entraîneur, parce que je regardais toujours les entraînements de mon petit frère à la natation Ouais, et là, il était venu nous voir, il nous avait dit: «Mais en fait, viens dans le bassin, il y a plein de sportifs, même des tennisman qui sont asthmatiques, il y a pas de raison que tu fasses pas de sport» et c'est vrai que je pense le fait qu'il soit venu nous parler, ça m'a tellement motivée parce que c'était vraiment la natation un sport que je voulais tellement faire et vraiment à chaque entraînement de mon petit frère, je venais voir et je le regardais nager et j'étais là: «Pourquoi je peux pas y aller?» Donc ouais, c'est vrai que c'était assez compliqué, j'étais tout le temps bloquée avec ma ventoline et j'avais du mal à m'en séparer parce que j'avais forcément pas envie de retourner à l'hôpital. ouais. Donc c'est vrai que ça, c'était quelque chose, j'avais beaucoup de mal. Après, on a commencé directement par un club de natation. Donc c'est Mmh. vrai que c'était un peu dur. Genre le premier 50 mètres de ma vie a été le plus vraiment super long. Je crois il a duré 40 minutes. C'était interminable. Waouh! Mais c'était bien, vraiment c'était bien et puis j'aimais beaucoup la méthode, d'entraînement qu'on avait. On était en 8 ans, je crois, on est pupilles. Donc ouais, c'était super bien. Il y avait plein de copines, plein de copains, c'était vraiment chouette Ouais, et en fait, arrivé à un interclub, c'était juste c'est parce qu'il y en avait souvent quand on était pupilles, on pouvait en faire et je voulais vraiment faire cette course parce que c'était une course par équipe justement et je commence à faire l'entraînement, je vais sous l'eau pour faire une coulée en brasse et à ouais. ce moment-là, il y a une fille de mon équipe qui me plonge dessus, enfin elle fait pas exprès, mais en fait elle saute à pieds joints sur mon cou et Waouh! donc je suis restée, un petit moment, sous l'eau parce que je savais pas ce qui m'arrivait, Ouais. c'était très compliqué de je pense à ce moment-là, de savoir pourquoi j'étais au fond de l'eau, vu qu'on n'avait pas trop enfin le coach parlait avec quelqu'un d'autre, enfin, c'était assez, brutal, mais ça a été aussi on va dire un souvenir un peu traumatisant et c'est vrai que depuis, ça, j'ai encore énormément de séquelles mais voilà, c'est des choses qui arrivent, surtout quand on est jeune, enfin, on fait pas forcément attention et franchement, j'ai envie de dire heureusement ça m'est arrivé. Comme ça après je suis partie de la natation, je voulais plus du tout, nager en bassin et c'est vrai que c'est quelque chose, qui me dérange énormément, par exemple, quand on va dans Ah les ouais. bassins publics, j'ai toujours peur, je sais pas, qu'il y a un petit qui saute, qui fait pas attention, enfin voilà. C'est différent pour les courses quand on saute en ponton, c'est un truc qui me fait pas du tout peur et je suis OK avec ça. Mais Mmh. c'est vrai que les bassins publics, j'ai beaucoup de mal et quand je m'entraîne, je suis vraiment toute seule dans ma ligne d'eau. Donc voilà, ça c'est Waouh! vraiment un truc. Ouais, ouais, ouais et juste quand tu parlais de séquelles, tu veux dire, enfin, genre ça tu as été blessé, c'est ça Ouais, dans c'est ce ça. OK, En fait, d'accord. depuis mes je crois c'était j'avais 10 ans. Depuis Ouais, mes 10 ans, je suis suivie par une kiné. Bon, ça a d'accord. changé depuis les kinés que j'ai eus, mais en fait, toutes les semaines, je suis obligée d'aller voir une kiné pour mes cervicales. Et c'est vrai qu'avec la natation, ça a pas mal renforcé, Ouais. mais je suis encore énormément complexée parce que forcément, ma tête, elle est différente. Mmh. Et même par rapport aux douleurs, en fait, aux cervicales, on peut avoir des gros maux de tête. Et bah, si tu charges énormément, sur ton entraînement de natation, tu peux ressentir énormément de tension le soir et c'est vrai que des fois, j'ai l'impression d'avoir un autre os Ah, je qui s'est comprends, ouais. installé au niveau des trapèzes alors que non, c'est juste le muscle. Donc voilà, c'est un petit truc, qui revient souvent, on va dire. Ouais, non, c'est vrai que, enfin, par rapport à ce que tu disais, quand tu vas dans la piscine, publique, parfois c'est juste la guerre et tu as, ils font juste n'importe quoi. Donc, je comprends que enfin, même sans que ça me soit arrivé, c'est vraiment un endroit que j'apprécie pas vraiment et c'est toujours super satisfaisant quand tu as ta ligne pour toi. À Oui, la c'est vrai. C'est vrai que c'est un luxe, on va dire, mais après, je comprends aussi le fait que les bassins publics, c'est quand même quelque chose de super important. Enfin, s'il y avait pas ça, les gens ne ouais, c'est pourraient pas sûr. nager et c'est vrai que c'est compliqué de nager avec 10 personnes, mais je l'ai fait aussi quand j'étais en club. Des fois, on était 12, 14 dans un bassin de 25. Je l'ai fait, je Ouais, connais. ouais, Je ouais. sais ce que c'est d'avoir quelqu'un qui nage super vite et qui doit te doubler, alors que toi, bah, t'es toujours sur ton 100 mètres et lui, il a déjà aux 200 mètres. Enfin, voilà. Je Ouais. comprends totalement et c'est vrai qu'après, c'est des questions de choix et c'est aussi pour ça que j'ai voulu partir de Pontivy quand j'étais plus jeune.
Bah, je comprends. Voilà. Et donc tout ça, du coup, ça t'emmène à Font-Romeu. Donc quand tu es parti là-bas, j'imagine, bon, gros changement déjà, parce que j'ai compris que tu avais 15 ans, hein, c'est ça, quand tu as Ouais, c'est déménagé. ça. Donc Ouais. tu laisses la famille derrière, tu pars là-bas pour, bah, j'imagine, suivre un cursus qui est assez axé sur le sport finalement. À cette étape-là, tu combines, j'imagine, études et sport, c'est ça? Directement. Ouais, c'est ça. En fait, déjà de base, je connaissais pas trop comment ça fonctionnait les sports-études. C'est vrai que je m'entendais énormément bien avec des personnes de la ligue qui connaissaient un peu comment se passaient les pôles France, les pôles espoirs, mais je savais que j'avais pas du tout le niveau. Parce qu'il y a des tests de sélection pour entrer dans ce type de cursus. Mais Ouais. c'était quelque chose qui me donnait envie parce que c'est vrai que rentrer chez soi le soir à, je sais pas, à 18h et qu'après il faut aller faire l'entraînement et que tu te couches à 22h et puis il fallait savoir aussi que je faisais du violoncelle donc Waouh! j'ai concilié je sais pas, je devais être à 15 heures de musique dans la semaine plus l'entraînement. C'est vrai que ça faisait quand même beaucoup. Mes mercredis ils étaient très 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 chargés surtout Ouais. et c'est vrai que le fait de partir en section, c'était quelque chose que j'avais dans la tête. Et en troisième, on pouvait faire des stages de troisième, comme tout le monde peut faire. Par exemple, je sais pas, je veux travailler dans le bâtiment plus tard, je peux aller faire un stage dans le bâtiment. Mmh. Et moi, j'avais demandé à un des coachs de la ligue s'il connaissait un coordonnateur français pour que je Ouais. puisse aller voir comment ça se passe en fait dans les pôles. Et aussi parce que je savais pas trop si je voulais être coach, si je voulais pas être coach, ou est-ce que je préférais être athlète. Enfin, c'est vrai que c'était quelque chose qui me questionnait énormément. Et j'étais très curieuse. Enfin, je suis très curieuse d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est quelque chose, j'avais envie de savoir comment ça se passait. Et Pascal Choisel, il a accepté que je fasse le stage avec lui. Donc, c'était à l'équipe de France de Montpellier, au Pôle France. OK. Et donc j'ai passé une semaine là-bas et c'est vrai que quand je suis arrivée, il m'a dit: «Non, mais en fait, tu vas t'entraîner avec eux» et c'est vrai que c'était la plus belle semaine de ma vie. Enfin, franchement, c'était génial. Quand tu es en cadette, enfin minime cadette et que tu t'entraînes avec les meilleurs de France, enfin, c'est Ah ouais, vrai c'est que une belle c'était incroyable. Des expérience. fois, je les regardais juste au bord du bassin, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a énormément stimulée. Et à la fin du stage, j'avais parlé avec lui en lui disant, mais en fait, je crois que ce stage m'a permis de voir que j'ai vraiment envie de faire sport-études. C'est quelque chose, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est trop chouette. Enfin, en plus, il y a des bonnes équipes. En tout cas, c'est ce que on a l'impression que ça donne de l'extérieur et c'est vrai que c'est quelque chose qui me stimulait énormément et du coup, au final, il m'avait, proposé, l'antenne de Montpellier qui est située à Font-Romeu, au Crest en altitude OK. et donc j'y ai postulé mais c'est vrai que je m'y attendais pas du tout à être prise. Enfin, pour moi, c'était pas la même académie et Mmh. donc j'avais aussi postulé à Orléans et donc j'étais allée faire les tests à Orléans et puis à Font-Romeu et en fait, en fin d'année, au moment où on commençait à faire le bac de français, on m'a dit que j'étais prise à Font-Romeu et c'est vrai que j'étais tellement contente. Rien que de tout changer, ouais, j'avais trop hâte. Ouais, non, je te J'avais comprends. vraiment hâte. Mais c'était un peu, comment dire? C'est loin de la maison, Ouais. tu as 15 ans, ça veut dire que tu vas pas voir tes frères grandir, tes grands-parents vieillir et c'est vrai que c'était quelque chose de comme je suis très attachée à ma famille, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais j'ai voulu y aller, donc j'y suis allée. Mon père m'a vraiment, poussée pour que j'y aille en me disant: «Mais tu as raison, vas-y». Donc au final, j'y suis allée. La première année a été très, très dure parce qu'il y a aussi, la neige que Ouais, j'avais ouais, pas bien pris en sûr. compte et l'hiver à Font-Romeu, pour les gens qui sont déjà venus, c'est quelque chose de très, très rude. Mais c'est aussi quelque chose qui peut vraiment, je pense, forger le mental. Donc voilà, il faut réussir à le prendre, comme on le sent. Mais c'est vrai que la première année, j'ai fait que pleurer, c'était horrible. Franchement, Ouais. j'ai hésité à repartir chez moi là, au bout de la première année parce que je savais pas ce que je faisais là. Et en fait, ma mère, elle a vraiment réussi à switcher mon mental en me disant: «Mais imagine un peu la fille quand elle a commencé le triathlon, qu'est-ce qu'elle se disait?» Elle pleurait parce qu'elle avait pas de médaille, parce que et elle me disait: «Là, tu es entourée de champions du monde, de n'importe quel sport, enfin, c'est trop bien et c'est dans un environnement comme ça que tu peux que progresser et c'est pas en revenant, dans l'environnement où tu étais avant, où t'as je dis pas que c'est mauvais, mais c'est vrai que si tu es entouré de personnes qui fument ou qui vont en boîte ou bah, c'est Ouais. différent, c'est pas la même chose. Quand toi, ton objectif, bah, c'est, je sais pas moi, gagner des banderoles, soulever des banderoles, voilà, Ouais. c'est vrai que c'est quelque chose qui est très différent et après, voilà, quand on sait ce qu'on veut, je pense qu'il faut savoir faire des choix. C'est pas des sacrifices, c'est plus des choix de vie et
Après, il faut être en accord avec ça. Forcément, c'est pas facile, mais ouais, moi, je pense que c'est le meilleur choix que j'ai fait. Donc voilà. Ouais, 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 non, c'est, enfin, de ce que j'en comprends, il y a quand même une grosse part, c'est le support de ta famille, les parents surtout qui, voilà, ont supporté ta décision et j'imagine, une fois que tu étais là-bas, bah, forcément, c'est jamais quelque chose de facile. Moi, enfin, je suis parti aussi à l'étranger un moment, j'étais un peu plus âgé que toi au moment où tu l'as fait, mais il y a toujours un moment où, voilà, ça aide beaucoup, en fait, d'être encadré et d'être supporté et je pense que c'est clairement quelque chose qui voilà fait que ça peut bien se passer ou alors ça peut juste être difficile et parfois même faire que les gens ils poursuivent pas là-dedans parce qu'ils n'ont pas le support, je pense émotionnel peut-être pour persévérer. Euh, du coup, ça nous emmène, voilà, t'arrives à Font-Romeu. Là, tu es vraiment dans un environnement qui est dédié au sport. C'est clairement un énorme changement. Et enfin, entre nous, entre Orléans et Font-Romeu, je pense qu'il y a pas photo Et non mes plus. parents voulaient que j'aille à Font-Romeu. Ils trouvaient qu'Orléans, c'était bien, mais ma mère, elle a toujours des bonnes intentions et même et je sais pas, au fond d'elle, elle sait un peu même, par exemple, avant que je naisse, elle savait que j'allais m'appeler Eva. Enfin, elle avait rêvé de ça ou en fait, elle avait souvent des rêves comme ça où elle me dit: «Non, non, mais il faut que tu ailles à Font-Romeu, vraiment». Donc voilà, quand elle m'a dit ça, je me suis dit: «OK, on va choisir Font-Romeu, c'est bon, on changera pas d'avis» et ouais, après, ce qui est bien aussi par rapport à mes parents, quand tu reparlais de l'entourage, Ouais, c'est qu'au début, enfin, ils sont dans le sport, mais ils ont jamais été dans le sport de haut niveau. Donc c'est vrai que comparé à d'autres enfants, d'autres athlètes, bah, ça a été très, très compliqué pour essayer de leur montrer que oui, c'était vraiment ça que je voulais faire. Je voulais vraiment me lever à 6 heures du matin pour aller nager, oui, oui. Bah, c'est vrai que c'était une façon de faire et de vivre les choses qui était un peu plus différent et le fait d'être partie à Font-Romeu, ça leur a aussi montré mon implication et que c'était pas juste pour le plaisir et que je voulais pas, par exemple, juste avoir un vélo, pour faire, 2 courses dans l'année, ce qui est très bien aussi, mais en fait, j'avais d'autres intentions et c'est vrai que petit à petit, ils ont commencé à prendre confiance en mon projet et c'est vrai que ça aide énormément. Mon père, maintenant, il est arbitre national et ma mère, je crois, fait partie du comité départemental. Elle fait aussi plein de courses. Par exemple, à Grande Canaria, je l'ai inscrite sur, une des distances qu'il y avait, sur le challenge. Enfin, je trouve ça d'accord. génial, en fait. Ouais. Donc non, vraiment, c'est chouette. Ça Ils sont, fait vraiment plaisir. ils sont bien impliqués dans ton projet aussi et Ouais, ouais, vraiment. j'imagine que ça vous permet de partager aussi, enfin voilà, beaucoup plus de choses, même à distance, peut-être, bah, à Aix notamment, enfin, s'ils étaient là pour te supporter, j'imagine que ça doit être quand même quelque chose qui est assez Oui, cool ça de. fait vraiment plaisir. Ouais, ouais, c'est C'est clair. vrai. C'est clair. Donc, background de nageuse, tu arrives à Font-Romeu et là, vraiment, il y a un gros switch sur le triathlon tout de suite. Euh, comment est-ce que tu passes en fait de voilà, vraiment être bien avancé en natation à finalement intégrer le vélo et la course à pied là-dedans? En fait, avant de rentrer à Formeux, je crois vers mes 11 ans, 11-12 ans, j'ai commencé le triathlon à Pontivy, dans le club. Et c'était un club formateur, donc c'est avec eux que j'ai commencé et à partir de fin minime, le coach m'a dit: «Écoute Eva, je te le dis franchement, mais j'arriverai pas à te faire progresser plus que la 20e place au championnat de France. Je pense que le fait que tu ailles voir autre chose, ça peut vraiment te faire du bien» et c'est vrai que ça, j'ai trouvé ça tellement, enfin, cool de sa part de dire ça, parce que c'est quand même assez rare que les coachs, disent un peu, sur, leurs capacités, ce qu'ils sont capables de faire ou non et c'est vrai que le dire, ça fait vraiment beaucoup et souvent je le remercie par rapport à ça parce que je trouve ça génial et donc non, c'était plutôt à Pontivy et d'ailleurs, c'est vraiment eux qui m'ont donné le goût de l'entraînement, le goût de, bah, de faire, de partager le sport avec d'autres personnes et c'est pour ça que là, le fait de faire de longues distances et de s'entraîner souvent seule, j'avais vraiment envie de retourner dans ce club parce qu'il y a l'ambiance, il y a les gens qui font du sport mais qui déconnent aussi. Enfin, c'était vraiment, quelque chose que j'avais envie de retrouver. Donc voilà, donc en fait, c'est pas vraiment à Font-Romeu que j'ai débuté le triathlon. Par contre, c'est vrai que j'ai mis plus d'engagement que par rapport à ce que je faisais avant. Parce qu'avant, je mélangeais un peu, la musique et et le sport. Enfin, je me perdais un peu, on va dire.
Alors que là, c'était vraiment tu dors, tu fais tes études, même si j'avais un peu de mal avec ça et après tu t'entraînes, voilà. D'accord, je comprends. Alors du coup, quand tu arrives dans ce genre de cadre, comment est-ce que ça se passe en fait? Enfin, pour les gens qui nous écoutent, qui ont aucune idée, de comment est-ce que ça peut se passer dans ce genre de centre, d'entraînement et j'imagine qu'en France, c'est clairement, enfin, ce dont tout le monde rêverait finalement, je crois pas qu'il y ait d'autres endroits comme ça où, bah, à la fois il y a forcément le facteur altitude, mais il y a le côté, comme tu disais tout à l'heure, tu es entouré de champions du monde, de champions de France, tu as un niveau qui est juste pas possible. Euh, Ouais, comment ouais. comment est-ce que ça se passe? C'est quoi les gros changements que tu vois direct par rapport à ce que tu avais l'habitude de faire avant? Déjà, ce qu'il faut savoir par rapport au centre d'entraînement, il en existe plusieurs maintenant, ça c'est vraiment chouette. Par exemple, en Bretagne, avant, il y en avait pas beaucoup et je crois que maintenant, il y en a un à Rennes, si je me trompe pas. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'on n'est pas obligé de changer de club, alors qu'avant, il y avait beaucoup de sections où fallait être affilié au club de la section. Moi, c'était quelque chose, j'avais beaucoup de mal avec ça parce que forcément, j'avais envie de rester à Pontivy. Et alors que la section à Font-Romeu, en fait, c'est plusieurs athlètes, normalement qui devaient venir de l'Occitanie, mais ils pouvaient accepter des académies différentes. Après, à Font-Romeu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents pôles. Je sais plus exactement combien il y en a, mais je crois il y avait, je risque de dire des bêtises, mais il y a le pôle neige, donc avec tout le ski et le snow. Il y a natation, il y a vol libre. Ouais, il y en a encore beaucoup. Lutte. Ouais, ouais, ouais. Alors, il y en a vraiment toute une liste et les sections encore plus. Donc, ce qui fait que on se retrouve dans un établissement avec pratiquement que des sportifs. Je dis pratiquement parce que en fait, lors des classes, il y a toujours deux cours. Il y a le cours sportif, ils appellent ça, et les non sportifs. Et donc à chaque fois, il n'y a pas énormément de personnes, mais par exemple, on est en troisième, parce qu'il y avait des troisièmes qui arrivaient en section. Et il y avait la troisième sportive et la troisième non sportive. Ce qui faisait que quand tu étais en cours, tu étais qu'avec des sportifs et c'est vrai que c'était vraiment bien. J'aimais vraiment bien cet état d'esprit où, bah, tu sais que la personne, si elle est fatiguée, bah, c'est parce qu'elle a eu un gros entraînement ou alors, tu avais quelqu'un qui revenait des championnats du monde donc on passait un temps pour le féliciter et après on retournait à travailler. Enfin, c'était vraiment, un autre monde et c'était hyper enrichissant parce qu'on apprenait énormément. Tu avais quelqu'un, je sais pas moi, surtout à l'internat, par exemple, je sais pas, il y avait une fille qui était très, très mal alors que, je sais pas, elle était championne d'Europe. Bah, tu pouvais être là pour la réconforter, enfin, je sais pas, tu rigolais. Je sais pas, en fait, c'est peut-être là où tu apprends à faire le moins de différence entre les champions du monde et une personne qui fait juste du triathlon, comme ça. Parce qu'en section, il y avait pas, des champions du monde. Enfin, on est des amateurs et on fait juste le sport qu'on aime et on fait les études à côté. Donc c'est vrai on sentait la différence entre les pôles et les sections, mais c'était vraiment chouette et on voyait aussi la différence de ce qui pouvait se passer en pôle. Par exemple, nous, on avait une classe avec beaucoup, beaucoup de nageurs et c'est vrai que bah, c'était assez dur de voir que bah, tes potes, ils tenaient pas l'année et qu'ils partaient à la fin de l'année parce que ça pouvait pas bien se passer ou alors ils avaient les entraîneurs qui changeaient tout le temps. Donc c'est vrai que il y a eu beaucoup, beaucoup de périodes et beaucoup de changements, tu avais tes amis qui étaient là, mais qui partaient, donc c'est des trucs un peu particuliers, mais je pense que c'est vraiment à vivre. Tu plus avec tes parents et tu apprends à vivre avec, des agents d'entretien qui sont vraiment adorables, qui font tout pour toi. Enfin, si tu pas bien, ils se considèrent un peu comme tes parents, donc c'est trop chouette. Il y a ton coach, tu peux avoir, confiance en lui. Enfin, c'est vraiment un truc qu'il faut vivre si on a l'occasion et si on a l'opportunité et même si on a l'envie. Franchement, faut foncer. Faut Ouais. vraiment foncer. Ah, ça C'est a l'air d'être vraiment ça vaut le coup. une super expérience de vie au-delà de, enfin voilà, l'aspect sportif, juste le cadre, ce que tu vis, comme tu disais, de fort finalement avec d'autres athlètes, d'autres étudiants qui deviennent des amis, et le fait aussi d'être en internat, j'imagine que ça te décuple un petit peu ce genre d'expérience-là. Donc franchement, ouais, ça a l'air vraiment top en tout cas quand tu Ah, le racontes. c'est vrai que ça fait bizarre quand il y a eu les Jeux à Paris. Tu regardes, les sports et tu dis: «Ah, mais j'ai une pote» ou «Ah, j'ai un pote qui court» et tout. C'est vrai que ça je sais pas comment expliquer, mais tu vois le monde sportif d'un autre angle et ça fait trop plaisir de te dire que, bah, non, en fait, le champion du monde, il est hyper accessible et c'est une personne comme toi et moi. C'est juste que
Bah, il met de l'engagement dans son sport, il aime son sport, il est talentueux, il a eu des opportunités, il a travaillé très, très dur parce qu'il y a ça aussi qu'on voit pas forcément quand on est dans des clubs parce qu'il y a tous les niveaux. Mais à Font-Romeu, les athlètes, on les voit travailler dur, on voit ce qu'ils font. Enfin, c'est quand même assez petit Font-Romeu donc ouais, tu apprends énormément et franchement, j'ai du mal à partir maintenant parce que c'est dur. C'est vraiment passionnant de vivre ici. Ouais, j'imagine. Voilà. Alors du coup, enfin je dirais ton parcours finalement à Font-Romeu à partir du moment où tu y arrives jusqu'à ce que tu finisses en fait l'aspect, études, comment ça se passe? Ça se passe sur combien d'années déjà? Et comment est-ce que À comment est-ce que tu évolues en Font-Romeu fait? Ouais, à Font-Romeu, il y a un lycée, enfin, il y a un collège, un lycée et après il y a un STAPS qui est collé, en fait, à la structure. Ce qui fait que, j'ai fait première terminale, j'ai eu mon bac, yes. bravo. C'était vraiment pas gagné, mais je l'ai eu. Donc voilà, donc ça se fait sur enfin, j du coup, j'ai fait 2 ans et après, il y a la question qui se pose parce que tu pars de la section ou alors tu dois partir du pôle et c'est vrai que je savais pas du tout, j'avais pas trop forcément envie de repartir à Pontivy Mmh. et en fait, il y a un athlète qui voulait justement aller au pôle à Boulouris. Lui, il m'a énormément, aidée, enfin, on va dire, c'est un pilier du projet que j'ai en tête et et en fait, cet athlète-là m'a amenée dans le club de Toulouse et il m'a aussi permis de rencontrer mon coach de maintenant. OK. Donc c'est vrai que ça a été assez important parce que sur, 4 mois en terminale, c'est là où je suis passée de: «Ah bah, en fait, je dois rentrer à la maison» à: «Ah bah non, en fait, je vais faire STAPS à Font-Romeu et j'ai envie de devenir prof d'appât et j'ai aussi envie de faire, du coaching en altitude». Enfin, en fait, j'avais plein de projets en tête mais j'avais pas encore ce truc, j'ai envie de devenir triathlète professionnelle. C'est vrai que Mmh. ça, je l'ai eu assez tard parce que j'ai jamais eu trop confiance en moi, on va dire. Donc, c'est vrai que c'était important un peu de se chercher et ça, j'ai beaucoup aimé avec mon coach parce qu'il a pas mal d'expérience dans le sport de haut niveau et c'est vrai qu'il construit en fait la personne en tant que femme ou en tant qu'homme, Ouais. plutôt qu'en tant qu'athlète et c'est vrai que ça a énormément aidé. Donc tu passes à quelqu'un qui sait pas trop, qui est hyper flou en sortant de la terminale, à quelqu'un qui, 4-5 ans après, je crois que c'est 4 ans après, j'ai été, prise dans un établissement où les patients disaient, «Ah non, non, mais on la veut en tant que coach» et d'autres étaient là: «OK, trop bien». Donc c'est vrai que c'est trop cool et c'est des trucs auxquels tu t'attends pas, mais je pense que, ouais, les opportunités qui s'ouvrent, il faut les prendre, que ça soit, je sais pas, si par exemple je voulais faire ingénieur, oui, certes, j'aurais peut-être dû arrêter à Font-Romeu et partir à l'INSA ailleurs, mais non, c'était pas forcément, j'avais pas forcément de métier en tête. Je savais que je voulais continuer à faire du triathlon, ça oui, parce que c'est vraiment ma passion, mais j'avais pas d'autres idées. Donc on peut faire STAPS à Font-Romeu, on peut devenir prof des écoles, on peut devenir, enseignant en APA, on peut travailler dans le management et on peut travailler, au CREPS. On peut travailler, avec, tout ce qui est hypoxie, altitude, parce qu'il y a aussi des masters altitude. Donc voilà, donc ça c'est chouette et c'est comme ça que j'ai fini mon université. D'accord, bah, écoute, c'est super intéressant. J'apprends plein de trucs parce que j'avais pas autant de détails sur, comment ça fonctionne à Font-Romeu, mais, en tout cas, je pense que c'est super intéressant et merci du partage. En revenant un petit peu sur le côté, triathlon, donc pendant ta scolarité là-bas, donc tu as cette grosse part naturellement de l'entraînement. Comment est-ce que ça se passe au niveau des compétitions? Comment est-ce que, ça s'organise un petit peu entre, voilà, les études, l'entraînement et les premières compétitions que tu fais, une fois que tu as rejoint, Font-Romeu? OK, quand on est au lycée, c'est Bah, ça? ouais, les premières courses sur lesquelles tu te présentes, tu vois? Après avoir, commencé ta scolarité là-bas à Font-Romeu et bah, l'évolution après peut-être jusqu'à, voilà, tu vois, le format Grand Prix, D1, ce genre de choses-là? Par rapport à Font-Romeu, c'est vrai que, c'est compliqué de faire des déplacements, enfin, du moins, c'est ce que je pensais avant. Après maintenant, en partant en Bretagne, des fois faire 15 heures de route, donc je sais ce que c'est les déplacements. Mais, c'est vrai que Font-Romeu, c'est un peu à l'autre bout du monde et il y a Toulouse qui est à 2h30, Perpignan qui est à 1h30 et Barcelone qui est à 2 heures. Mmh.
Et donc pour partir en compète, il fallait que j'ai un club qui soit près de Font-Romeu parce que la section permettait de nous amener au championnat de France, mais il pouvait pas nous amener au qualificatif. Et c'est vrai qu'avoir un club en Bretagne, c'était super compliqué parce que mes parents, ils étaient obligés de dépenser 300 € pour que j'aille faire juste la qualification ou Ouais. même, je me rappelle, c'était horrible ce moment-là. J'avais fait la qualification en Bretagne et en fait, mon père était arbitre et il m'avait disqualifié parce que ma lanière du casque, elle dépassait et j'avais pas fait ma pénalité parce que j'en avais jamais eu. Et c'est vrai que j'avais pas forcément regardé le truc. Et comme c'était un arbitre, bah, il me disait pas que j'avais une pénalité, fallait que je regarde le tableau. Et j'avais été disqualifiée de cette course où mes parents, ils avaient payé 300 € pour que je vienne la faire, pour que j'aille aux France Jeunes après. Donc c'est vrai que là, je me suis dit non, non, mais il y a un problème. Enfin, je peux pas dépenser autant d'argent pour rien. Enfin, c'est pas possible. Attends, Donc je t'arrête là, Eva, juste avant de continuer. Si j'ai bien compris, c'est ton père qui t'a disqualifié de la course. ouais. C'est ça? Bah, il m'a pas vraiment disqualifié en soi, il m'a donné une pénalité. D'accord. Et c'est vrai que j'en ai vraiment voulu parce que j'étais là: «Papa, C'était ma franchement, deuxième tu pas question. cool». Oui, mais ça D'accord. nous fait des petites anecdotes. Après, voilà, je lui en veux plus. Enfin, c'est vrai que quand tu es jeune, les championnats de France, c'est super important. Enfin, c'est vraiment la course de l'année. Il y en a 4. Il y a les championnats de France duathlon, triathlon, aquathlon et les championnats de France Ligue. C'est vrai que je les faisais tout le temps depuis minime, les 4. Mais, à partir de ce moment-là, ça a un peu déraillé. Et c'est vrai que je savais plus trop, quoi. Enfin, je me disais: «Merde, je m'entraîne autant toute l'année pour au final arriver sur une course, me faire, disqualifier parce que mon père m'a donné une pénalité. Waouh!» Et je Ouais, viens de me faire, 12 heures de trajet. Enfin, c'est vrai que c'était assez compliqué à ce moment-là, mais c'est très bien aussi qu'ils me les misent parce que faut pas se reposer sur les lauriers, hein. Quand tu as une pénalité, faut la faire. Faut pas, passer les 500 derniers mètres sans la faire. Donc voilà. Et donc à partir de ce moment-là, c'est là où, il y avait un athlète avec qui j'étais en section, c'est lui qui m'a proposé d'aller à Toulouse et c'est vrai qu'à Toulouse, c'était beaucoup plus pratique parce que c'était qu'à 2 heures de où j'étais. Donc quand ils partaient sur les déplacements, on partait tous ensemble et c'est vrai que c'était un super club et en même pour, s'occuper des jeunes, ils sont vraiment forts, hyper compétents, donc c'était vraiment chouette. Et donc voilà, donc je suis partie, à Toulouse, mais ça a été assez compliqué parce que je me suis rendu compte que je faisais de l'anémie. Parce qu'en vivant en altitude, tu fais pas mal d'anémie. ah oui, ah Donc oui. les courses, j'en faisais moins. Donc c'est-à-dire que j'ai fait quelques championnats de France où c'était Toulouse qui m'amenait. Donc je prenais le train à la Tour de Carol parce que j'avais pas de voiture. Donc il y avait un taxi qui me déposait à la Tour de Carol qui est à peu près à 20 minutes. Après, je faisais la Tour de Carol Toulouse. À Toulouse, il y avait toujours un coach qui venait me récupérer. D'ailleurs, je suis hyper reconnaissante de ça parce qu'ils ont été tellement adorables là-dessus. Et donc ils me récupéraient et après le lendemain, on partait à la compète, tous ensemble. Et voilà, donc ça, c'était chouette et de temps en temps, il y avait le coach de la section qui nous amenait aussi sur les championnats de France ou alors, si on était tous à faire, je sais pas, une course en Occitanie, on allait avec le camion et ça franchement, je trouvais que ça changeait au niveau administratif et même au niveau budget, c'était beaucoup plus accessible et j'avais pas envie que mes parents, ils banquent pour le triathlon, c'était pas le but donc voilà. Ouais, je Voilà, comprends. voilà. Bah, surtout que c'est un sport qui reste quand même pas donné de manière générale. En plus, Non, c'est quand tu ça. les déplacements, clairement, ouais, Ça peut vite monter, hein. Ouais. c'est clair, c'est clair. Donc du coup, bah, je dirais que c'est un peu normal finalement parce qu'en France et surtout au niveau de la fédération, ça reste quand même très axé sur des distances qui restent, enfin voilà, jusqu'au format, olympique. Donc c'est vraiment ce genre de format-là que tu fais au départ, j'imagine? Oui, c'est ça. Après, ils ont commencé à me mettre sur les grands prix, la D1. J'aurais bien voulu faire la D2, mais j'avais pas le niveau sincèrement et j'étais tout le temps anémiée, donc ça servait à rien que je prenne la place de quelqu'un d'autre. Donc ça, j'ai totalement compris Ouais. et donc j'ai commencé à faire les grands prix après. Waouh! C'était extrêmement dur. Je me Ouais. suis pris le premier grand prix que j'ai fait, je crois c'était à Quiberon. On avait fait, les premiers je crois 300 mètres. J'arrive à la bouée, le coach, il avait dit: «Surtout ne levez pas la tête». Qu'est-ce que je fais? Je lève la tête et là, il y a une fille, elle me met un coup de pied dans les lunettes. J'ai fait tout le retour Ouais. sans lunettes. C'était horrible, mais horrible! Ouais, Ah j'imagine. ouais, là, tu comprends un peu la violence, bah, de la natation que je Ouais, connaissais pas ouais. et c'est vrai que des fois, tu comprends pas pourquoi, c'est autant, je sais pas, tu l'impression que c'est malsain dans l'eau et tu comprends pas trop, mais bon. Donc j'ai fait, les grands prix
Donc ça s'est plutôt bien passé et en fait, je prenais pas le même plaisir, enfin, je le trouvais plus trop, enfin, c'était assez bizarre. Je disais à mes parents: «Mais je m'entraîne dur toute l'année et en fait, j'ai l'impression de pas m'éclater, de pas pouvoir m'exprimer, d'être tout le temps, triste à la fin des grands prix» et je comprenais pas pourquoi et ma mère, elle m'a dit: «Bah oui, Eva, toi, tu as toujours voulu gagner, des médailles, tu as toujours voulu, je sais pas, tu finis une course, tu la gagnes, tu bien quoi, tu vibres et tu as envie d'être stimulée par autre chose et peut-être que là, ça te stimule pas et tu as le droit aussi donc voilà et j'en ai beaucoup parlé avec mon coach et c'est vrai que mon coach, il trouvait que j'avais des capacités mais il voulait que ça soit moi qui les découvre et qui me force pas et c'est aussi, quelque chose que je respecte énormément chez lui. Il va pas te forcer à faire un truc. Tu perds du temps, bah, c'est ton problème, c'est pas lui qui va te forcer pour que tu sois dégoûté dans 2 ans, c'est pas le but non plus. Donc là, j'ai commencé à faire quelques courses, par exemple l'Extreman à Narbonne, je crois que j'avais fait le M, j'avais gagné, je crois et j'étais trop contente. J'avais dit à mon coach: «Ah, Ouais. c'est trop bien» et c'est vrai que bon, il y avait peut-être personne, mais en fait, c'est là où tu te dis: «Ah ouais, c'est cool» parce que tu nages moins en confrontation avec les autres, donc tu peux plus t'exprimer en natation. Tu es pas là à nager avec des gens et pas pouvoir nager parce que ton bras, il est replié tous les 4 mètres. Donc c'est vrai que c'était hyper bien de sortir et te dire: «OK, la natation, j'ai pu m'exprimer. OK, le vélo, j'ai pu m'exprimer» et juste de retrouver ça, ça m'avait beaucoup stimulée. Donc avec mon coach, on s'était dit: «Chaque année, j'essaye de me qualifier aux championnats du monde et il m'entraîne pour les championnats du monde. Genre pour les championnats du monde, j'aurais vraiment une préparation longue et voilà. Donc c'était le but. Je m'étais pas trop mis d'objectifs dans la tête et au bout du deuxième championnat du monde, je me dis, «Merde, faudrait peut-être que tu fasses, je sais pas, un podium ou quoi au championnat du monde amateur, ça pourrait être vraiment chouette». Vu que je voyais, il y avait pas mal de filles françaises qui, se débrouillait vraiment bien en tant qu'amatrice, bah, c'était stimulant en fait. Donc voilà. Donc à Marbella, j'avais fait en revenant d'une blessure, j'étais allée faire, un 70,3. Je m'étais dit: «Bon allez, vas-y», alors que je savais pas trop ce que ça allait donner et au final la course, je l'avais gagnée donc j'étais super contente et là je Ouais. m'étais dit: «OK, bah, l'année prochaine, tu te donnes à fond et tu essaies de finir sur le podium pour les championnats du monde». Mmh. Bon, je me suis fait rattraper vraiment, les 10 dernières secondes et d'ailleurs je suis super, contente de la course qu'on a fait avec Juliette parce qu'au final, je crois que j'avais posé avec 4 minutes 30, après le vélo et elle m'a rattrapé, les 10 derniers mètres, sur le tapis donc c'est hyper cool de pouvoir, ça c'est cool ce genre de course je trouve. C'est des belles Parce expériences, que ouais. ouais, pour Ouais, les ouais. 2 en fait, tu apprends des limites que tu connaissais pas et après le long, c'est vraiment une aventure. Il peut se passer tellement de trucs. Tu peux être super bien à la fin du vélo et Ouais. puis faire popcorn complet. Voilà donc c'est vraiment chouette et c'est vrai que le long, ça m'a vraiment plu. Après, j'ai essayé une fois, il y avait les grands prix et c'est vrai que le coach, je savais jamais trop si j'étais dans l'équipe ou pas dans l'équipe. Et avec mon coach, on s'était dit: «Bon, bah, on va peut-être essayer de faire, les critères pro, ça pourrait être cool. Comme ça, au lieu de faire que des courses en amatrice où tu es tout le temps toute seule, tu auras un peu une dynamique» et c'est vrai que j'ai fait les critères, du coup, à San Remo et là, je me suis dit: «Trop bien, mais c'est carrément un autre monde». Ouais. Donc voilà, maintenant je suis repartie sur ça et j'ai arrêté complètement les grands prix. Après, je fais les grands prix D2 avec mon club à Pont-de-Suivy. Mmh Ils mh. m'ont demandé de les faire et D2, ça met moins de pression, je trouve. Je suis moins, je sais pas comment dire, genre que je fasse une bonne course ou une mauvaise course, c'est pas grave, je la prends vraiment comme, C'est plus du plaisir maintenant non, que pas forcément, c'est ouais? juste des entraînements vraiment durs parce que je OK. trouve que le Grand Prix, c'est très, très difficile et j'essaie de le prendre vraiment comme des, comment dire? Des moments où il y a comment expliquer? Par exemple, je suis sur une autoroute et mon cerveau, il va devoir enclencher, je sais pas, une vitesse et ben, dans ma tête, à chaque fois, je le prends comme ça. Je J'aligne les autoroutes entre elles en essayant de déclencher, je sais pas, par exemple, le PEPS, au départ de la natte, bah, des fois je l'ai pas, des fois je l'ai. Donc le fait de faire des courses comme ça te déclenche des petits boutons. Ouais, non, je vois, Voilà. je vois. Alors juste pour les gens qui nous écoutent, quand tu parlais de, championnat du monde, donc tu parlais des championnats du monde 73 et je crois que tu avais fait de mémoire, tu avais fait, Saint-Georges, Lahti et donc, Marbella, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, ouais. C'est ça et donc, Marbella, effectivement, je crois que tu fais, corrige-moi si je me trompe, mais tu fais 2e, groupe d'âge et 5e, Ouais. overall, enfin dans ton groupe d'âge et 5e, overall au classement général.
Oui, peut-être, C'est je ça, sais plus, je ouais, crois. j'avais ça en tête, mais ce qui est une super performance, effectivement. Et du coup, bah, pour faire le lien avec ce que tu disais, où bah, tu avais peut-être la sensation d'être un peu triste quand tu faisais des D1, ou parce qu'il y avait ce côté, voilà, t'arrivais pas à performer au niveau que tu voulais, t'arrivais pas à gagner peut-être, ou voilà, avoir un podium. Là, c'est quelque chose qui, du coup, te motive beaucoup plus, ou est-ce qu'en fait, ces bons résultats t'ont vraiment poussé à avoir un focus sur voilà, le format 70-3, ou c'était juste une évolution un petit peu naturelle pour toi? Je sais pas trop quoi répondre. Je pense que ce qui m'a vraiment, fait changer avec les grands prix, c'est quand j'ai fait la course après ma fracture du coude, c'était à Marbella, mais je sais plus c'était quand, c'était il y a 1 an ou 2 ans. Et c'est vrai que cette course, ça a changé, je pense, ma tête. Parce que déjà, tu lèves ta première banderole à Ironman, tu es là: «Waouh! Ah OK, ouais. il y a pas de pro sur la course», mais c'est je sais pas comment expliquer. Quand tu as galéré pendant 6 mois, que les médecins te disaient que tu pouvais pas renager, que tu as pleuré je sais pas combien de fois dans ton lit en te disant: «Mais en fait, mon bras droit, je pourrais limite plus l'utiliser», enfin, Ouais. et que ça faisait super mal et que là, tu te retrouves à aller au fond de toi-même avec le peu d'entraînement que tu as. J'ai jamais fait une course à pied où j'avais aussi mal aux jambes pour essayer d'aller à la ligne, alors que les filles derrière, elles couraient tellement vite. Et c'est vrai que je pense que là, à partir de ce moment-là, je me suis dit: «OK, en fait, tu peux être capable, si tu travailles dur, tu auras toujours ce que tu mérites». Que Mmh. ça soit un petit niveau, un bon niveau ou un très haut niveau, tout le travail que tu vas faire, ça payera toujours. Et c'est vrai que j'essaie toujours de me dire ça, que ça soit dur, pas dur, parce que forcément, tu as des moments de haut et des moments de down tout le temps. Bien sûr. Et c'est vrai que c'est plus ça, alors que les grands prix, comme ça joue sur des petits détails, je le perçois pas pareil. J'ai vraiment du mal, je nage pas assez vite pour me dire, «OK, là, tu as progressé, ça se voit». Non, non. Là, des fois, quand je sens que j'ai progressé, bah, sur 10 secondes, tu perds 5-10 places. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est assez compliqué, alors que là, si je m'exprime, je peux vraiment mettre 4 minutes 30 à une fille comme, elle peut m'en mettre 10. Donc ouais. Et puis je sais pas, c'est stimulant. Là, j'avais fait ma première Pro Series il y a 1 ou 2 mois et j'ai vraiment aimé. Franchement, j'ai adoré. Tu nages avec des filles qui ont fait les jeux, les filles qui sont championnes du monde. Enfin, tu de tenir à vélo le plus longtemps possible en te disant, «OK, peut-être que pour le moment, j'ai pas le niveau, mais si tu es capable de tenir, de t'accrocher tant que tu vois une fille, bah, accroche-toi». Et c'est super cool parce que ton corps, il est capable de faire tellement de trucs que ta tête, tu ne pensais jamais, en fait. Donc Ouais. Ouais, 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 ouais. je pense qu'on est tous capables de faire des trucs bien. Il faut juste, travailler dur et le mériter. Ça arrivera pas comme ça, quoi. Donc Ouais, voilà. non, 100 d'accord avec ça. Tu remarqué ce que tu disais, donc tu as fait ta première course, pro à Aix, en plus c'était, bah, voilà, une Pro Series, donc ça reste en fait, dans les courses Ironman quand même celle qui attire maintenant la plus grosse densité. C'est celles qui sont aussi, retransmises en vidéo, donc c'est vraiment là où finalement on a peut-être le plus de compétition entre les gens, et entre les participants. Est-ce que tu as remarqué une différence entre voilà, les relations entre athlètes, justement dans ce que tu faisais, les Grands Prix, les D1, et les athlètes plus dans ce genre de course, les Pro Series 73? Oui, Ouais, énormément. Bah, il y a énormément de respect, je trouve, sur le long. Et comment dire? Je dirais pas qu'on considère plus les gens, mais je sais pas, c'est un peu comme ce que j'ai dit, tu travailles dur donc tu as ta place d'être là aussi et tu pas à te cacher, je pense. Et justement, quand tu fais des grands prix, c'est super bien, super stimulant, puis tu le fais pour ton club, les clubs français, c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Sinon le sport en France par exemple, n'existerait pas. Enfin, toutes bien les sûr. fédés, c'est important d'être inscrit dans un club français. Mais c'est aussi important, je trouve, de faire des courses qui te stimulent. Et c'est vrai que les Pro Series, comme tu dis, ça passe à la télé. Déjà, ça, c'est perturbant Ouais. parce que tu vois des caméras qui te suivent partout. C'est là, «Oui, vous êtes trompé de personne». Mais c'est vrai que c'est hyper stimulant et puis tu es vraiment considérée, ouais, comme une pro et ça fait bizarre, vraiment, au début. Tu te dis: «OK, bon, bah, allons-y». Mais
Ouais, c'est vraiment chouette. Tu des gens il y a 10 ans, elles étaient déjà sur des podiums de championnat du monde et là, tu cours avec ces filles-là, tu vois leur sérieux, tu vois, comment elles fonctionnent, comment elles mettent tout sur la transition, la manière comment elles parlent à leur coach, la manière comment elles font les recos aussi, parce que j'ai réussi à des fois à être en même temps que des pros qui faisaient la reco et Ouais, c'est vrai que c'est super intéressant. Tu apprends énormément et j'avais pas forcément envie de faire cette année des courses où, tu peux être bien placé. Je dis pas que je peux être bien placé, j'en sais rien, hein, j'en ai pas fait encore, mais des courses très, très dures où tu peux être, vraiment challengé, c'est vraiment quelque chose qui me stimule. Parce que je pense que je peux apprendre énormément, comme c'est la première année, bah, tu sais pas trop dans quoi tu te lances, donc ouais, bien faut sûr. apprendre au maximum et c'est vrai que là, tu vois que le niveau, il est incroyable. Enfin, Mmh. vraiment, waouh! Va falloir Ouais. bosser très, très dur si tu veux rester le plus longtemps possible dans la dynamique de course, donc c'est chouette et ouais, j'ai vraiment aimé. Aix, c'était une course, très difficile, mais très, très, sympa et il y a énormément de public, énormément de personnes, je sais pas, qui crient, qui mettent de l'ambiance, c'est trop chouette, vraiment. Bah, non, Donc voilà. ça a l'air cool. Si tu devais, retenir une seule chose entre, voilà, une course, en amateur et une course justement en tant que professionnel, qu'est-ce que ça serait? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus en fait, Juste Ce qui m'a marqué le plus, je pense que c'est des courses où tu fais en amateur, où tu es tout le temps toi contre toi-même. C'est-à-dire que tu sais jamais trop combien tu es dans la course. Tu as des personnes qui peuvent te le dire, mais moi, mes parents, je me rappelle, je leur disais tout le temps: «Me dites jamais combien je suis». J'ai envie de faire ma course contre moi et si je finis première, tant mieux en catégorie. Si je finis dernière, bah, tant pis, je m'entraînerai plus dur. Mais c'est vraiment quelque chose que je supporte pas. Alors qu'en chez les pros, c'est différent. Comme tu as une dynamique, tu sais tout le temps combien tu es limite poussé par ça, parce que tu te dis: «OK, là, je peux jouer, la 10e place. OK, là, c'est la 5e. OK, là, il y a une prime, en fait, si tu bah, doubles la ouais. fille de devant». Donc c'est complètement différent. Alors qu'en amateur, c'est vraiment essayer de te donner le plus loin possible dans ce que toi, tu es capable de faire au moment présent et jamais se comparer aux autres, jamais. Je crois il y a pas très longtemps, j'avais un ami, il se qualifiait jamais au championnat du monde parce qu'il se focalisait toujours sur les temps que les gars faisaient et j'étais là: «Mais fais pas ça, enfin là tu te vas droit dans un plomb, enfin c'est pas bien». Non, au contraire, quand tu es amateur, faut vraiment que tu kiffes ce que tu fais à l'entraînement, tu de le reproduire et je pense que c'est hyper formateur justement d'être amateur et de faire ces courses-là parce que c'est très, très difficile de faire 4 heures d'effort tout seul, vraiment, vraiment tout seul. C'est super dur. Alors que quand tu es avec les pros, je dis pas que c'est facile du tout, mais tu vois des gens et ces gens-là, c'est des gens qui sont en compétition avec toi, qui ont commencé au même moment que toi. Ouais. Alors que quand tu es, en amateur, bah, les gens, ils partent, mais tu sais jamais trop s'ils t'ont doublé, sont partis 1 heure après toi, si tu Mmh sais mh. pas. Mais tu essayes de suivre et ce qui est difficile aussi, c'est que tu te prends la chaleur plus rapidement parce que les pros, on part aussi en amont, donc ce qui fait que la course n'est complètement pas enfin, n'est pas du tout la même Ouais. et quand tu es amateur, des fois, tu finis je me rappelle à Saint-Georges, c'était horrible. Enfin, vraiment, on était partis tellement tard après les pros, enfin, c'est pas du tout la même course, quoi. Tu finis, tu es en train de crever dans la côte de 6 kilomètres. Moi, je veux bien, mais bon, c'est dur, quoi. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. non, c'est pas franchement, c'est tellement 2 courses différentes, mais juste si tu es amateur, faut pas que tu lâches parce que ça peut vraiment payer le jeu. Je dis pas que tout le monde peut être pro, mais si, c'est ton objectif, faut travailler dur et il y a pas de raison, mais il faut vraiment travailler dur et il faut rien lâcher quand tu fais des courses, tout seul, quoi. C'est Ouais, ouais. super important. Ouais, non, c'est clair. Bah, souvent, l'objectif des amateurs, ça va être, bon, il y a naturellement le fait de, voilà, faire un record personnel sur une course, sur une distance et il y a aussi, bah, les qualifications, sur les championnats du monde, Moi, je sais que contrairement à toi, j'aime bien qu'on me dise, tu vois, souvent, par rapport au podium, en fait, dans mon Ah groupe oui, d'âge, OK. et aussi parce que souvent, enfin, plus maintenant avec leur système, de tu sais, un peu de pondération des temps et entre les différents groupes d'âge, mais
avant, c'était beaucoup plus le cas, tu vois. Tu savais que si tu étais sur le podium, bon, il y avait quand même 99% de chances d'avoir un slot. Mais même quand même sur les dernières courses que j'ai fait, je sais que si j'avais pas eu en fait l'information, j'aurais peut-être pas serré les dents autant pour vraiment me faire mal et aller choper un podium et le slot, quoi. Mais après, voilà, OK. je suis d'accord avec toi que parfois c'est pas nécessaire et parfois en fait le but c'est juste aussi Bah, de se faire je plaisir pense sur que la course en surtout, faut fait. pas se mettre une pression énorme. Il y a beaucoup d'amateurs qui se mettent des pressions énormes, ils s'entraînent super dur, j'en ai vu vraiment beaucoup. J'ai été amatrice en même temps qu'eux et on s'entraînait super dur à l'entraînement, on faisait des trucs, des fois tu te disais: «OK, c'est pas humain». Ouais, Et au final, tu arrives le jour de la course, tu plus envie parce que tu te sens fatigué le jour de la course. Tu sais qu'un tel est super fort ou est passé pro donc bah, de toute façon, tu as déjà perdu d'avance ouais. et mais en fait non, enfin fais pas ça, tu pas à te comparer à l'autre personne. Tant que la ligne n'est pas franchie, tu peux même pas savoir comment la personne en face, elle va être. Alors elle peut être super forte sur le papier, mais ça veut pas dire que c'est la personne forte ce jour-là. Donc c'est assez, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ça, enfin, se Ouais, je comparer aux comprends. autres, non, jamais. C'est bien que ça te stimule et que ça soit plutôt positif. Après, quand ça commence à être négatif dans la course, c'est compliqué. Par exemple, on te dit: «Ah, tu es 3e et il est à 10 secondes de toi». Moi, je me rappelle au championnat du monde, on faisait que me dire ça me faisait vriller. «Ouais, elle est plus qu'à 20 secondes de toi, bouge et tout». Mais les gars, elle a beau être à 20, 30, 40, je n'en peux plus. En fait, Ouais. mon corps s'est éteint. Donc juste ça me faisait vriller et j'essayais de changer un peu ma tête. Je savais que j'allais me faire rattraper, mais j'avais envie d'aimer le moment que j'étais en train de vivre. Enfin, j'avais perdu mon grand-père il y a pas longtemps, j'avais toute ma famille qui était là. Bah ouais, j'avais juste envie de kiffer ma course et je savais que j'avais déjà les critères pro, ce qui est peut-être dommage de l'avoir pris comme ça parce que j'aurais peut-être pu faire le titre championne du monde. Mais en fait, j'ai juste aimé ma course quoi. Enfin, j'ai pris Ouais, je du plaisir comprends. à chaque fois. La natation, j'avais trop envie de sortir première de la caté. Après vélo, pareil, j'avais trop envie de faire un bon vélo. Et la course à pied, bah, j'en pouvais plus. Mais c'est pas grave. Genre vraiment, j'ai adoré la course. C'était trop chouette. Et je pense que c'est plus cet état d'esprit-là qu'il faut faire. C'est bien de parfait, mais si tu le fais et que tu fais la gueule après pendant 3 semaines, bah, arrête de t'entraîner. Enfin, après, voilà, c'est mon point de vue. J'ai du mal avec ça. Je pense Ouais. que c'est bien d'avoir des moments de down, c'est super important aussi. Et il faut être vraiment OK si on est triste, si on n'est pas bien, s'il faut se remettre en question. Mais faut pas s'attarder trop longtemps sur ça. C'est pas grave, c'est qu'une course. Et puis il y en aura d'autres. Et c'est pas comme si on mourait demain et que c'est fini. Et peut-être ce sera le cas, mais c'est pour ça qu'il faut aussi profiter à fond. Et voilà, ça c'est important, je trouve. Autant plus que les résultats définissent pas du tout les gens. C'est bien d'être champion du monde, mais certes, aux yeux des gens, tu peux avoir un, comment dire, les gens peuvent te considérer, etc. Ça, je suis d'accord, mais t'es pas le résultat. T'es Eva Marsac, par exemple. T'es Ouais, je pas suis la d'accord avec toi. personne qui a touché telle banderole ou non, mais je ferai ce que je ferai, mais je serai heureuse de l'avoir fait et pas juste, une personne qui dit: «Ah non, je cours après les résultats, je» non, ça, si Ouais, c'est pour bien sûr. ça, j'arrête, c'est pas possible. Ouais, non, non, Donc c'est clair. voilà. Bah, surtout que quand tu parlais des amateurs et des entraînements où tu te disais, voilà, tu faisais super mal, ça reste, je pense, l'un des rares sports où en fait les amateurs font des entraînements qui parfois sont comme les entraînements des pros, que ce soit en termes d'intensité ou de volume, naturellement à leur niveau, mais des fois, enfin, c'est pas rare de voir des amateurs qui mettent 20, 25, même Ouais, plus d'heures ça par c'est vrai. semaine. C'est rare dans d'autres sports amateurs que ça soit si proche en fait de ce que les professionnels peuvent faire. Mais Bah, c'est surtout ce qu'ils oublient les amateurs, c'est que les professionnels, ils ont la récupération et que c'est super important et qu'ils favorisent énormément la récupération. Donc certes, ils peuvent, s'envoyer des séances, plus importante que les amateurs, parce que les amateurs, eux, ils font 35 heures de travail dans la semaine. C'est pas pareil le soir quand tu rentres. Quand je vois après c'est des patients, mais quand je vois mes patients que je m'occupe dans une clinique du souffle, ils me disent, ben moi le soir quand je rentre, je peux plus rien faire parce que j'ai déjà mon travail de toute la journée, ça m'a tué. Donc quand j'entends des gens qui me disent, ah ouais, moi je vais aller faire 180 kilomètres de vélo le samedi,
Il y a même des pros qui font pas ça et tu te dis: «Mais waouh, mais repose-toi, enfin, je sais pas, fais peut-être un peu moins ou» et c'est fou, en fait, le mental qu'ils ont et la détermination dans le projet, c'est dingue et c'est vrai qu'après ça, peut mettre des conflits avec, la famille, les relations et cetera parce que ces gens-là, en fait, personne les voit. Enfin, ils sont tellement omnibulés par leurs résultats et donc après, s'ils réussissent pas leur course, bah, c'est de la dépression pendant 2 mois. Alors que non, enfin profite du process, profite de tout, profite d'avoir un groupe ou pas un groupe, être seul, pas seul, être dans un bon environnement. Ça, c'est important. Surtout si tu es bien entouré et que tu arrives à récupérer suffisamment, c'est vraiment ça qui va te faire progresser. Si tu es là à dire, «Oh, je vais faire 180 kilomètres parce que mon coach m'a dit que je devais faire 180 kilomètres», tu vas droit dans le mur, je pense. Donc, Ouais, ouais, voilà, c'est ouais. important aussi de me remettre un peu en considération, bah, là, je travaille, mon travail, il me prend tant d'énergie dans la semaine. Qu'est-ce que je dois faire pour concilier les 2 et concilier ma vie, en fait, en quelque sorte? Parce qu'on a tous une vie vraiment différente et jamais, jamais, jamais se comparer à un pro qui fait que ça, qui a son environnement qui le cocoone, on va dire Ouais. et c'est pas du tout la même chose, mais pas Non. du tout. Non, c'est clair et puis en plus, Voilà. c'est clair qu'avec les réseaux sociaux, bah, c'est très facile de voir, en Oui. tout cas d'avoir une idée de ce que les gens font Alors que et de c'est rien du tout. ouais, C'est non, impressionnant. Là, bien il y a sûr. des fois, il y a des athlètes qui viennent en stage, ils montrent vraiment ce qu'ils veulent. Enfin, nous, on voit vraiment beaucoup de choses avec mon entraîneur quand on est le matin Ouais, et je sais pas, par exemple, Christian, Blumenfeld, quand il est venu, je crois que c'était avant Tokyo, ouais. bah, les mecs, ils nageaient à 4 heures. J'en connais pas beaucoup des athlètes qui nagent à 4 heures. Par contre, quand toi, tu vas nager à 6 heures, on te dit: «Oh, mais c'est horrible, tu devrais pas faire ça!» Les mecs étaient dans l'eau à 4 heures et à 6 heures, ils avaient fini leur entraînement. Donc après, tu vois, c'est aussi l'engagement que les gens mettent. C'est aussi ça qui font qu'ils perfent et ils le font pas que depuis hier, ils le font depuis des années. Donc ouais, il y a des gens qui sont monstrueux, des gens qui sont super forts et il y a des gens qui vont s'acheter une villa, mais peut-être aussi parce qu'ils ont travaillé dur et que les gens voient que le résultat. Et ce que je trouve ça horrible, c'est que les personnes, ils ont la critique hyper facile alors qu'ils sont juste dans leur fauteuil et Oui. qui voient pas du tout l'athlète en fait en tant que personne, ils le voient en tant que résultat. Et ça me fait vriller à chaque fois. Je dis que t'aimes l'athlète ou que tu l'aimes pas, tu dois le respecter. Tu dois pas C'est être clair. là à le critiquer, à dire oh t'es nul, là t'as fini 19, oh t'es génial, t'as fini champion du monde. Mais non en fait, enfin c'est un humain et il a pu se passer n'importe quoi en l'espace de 2 ans. Enfin juste ça, si t'aimes le sport, faut respecter les athlètes parce que c'est vraiment dur, quoi. Enfin, n'importe quel sport est très, très compliqué et je trouve qu'il faut surtout soutenir que, essayer de détruire des gens. Enfin, ça peut vite aller, hein. Tu des athlètes qui peuvent vraiment s'en sentir très, très mal juste avec des critiques. Il faut pas le prendre à la légère, je pense. Donc voilà. Non, je suis d'accord avec toi. C'est malheureusement pas la tendance, généralement quand tu vois, Ouais. parfois sur les réseaux, enfin c'est moi ça me bute, mais je suis 100 d'accord avec ça. C'est tellement facile d'être juste, haineux Ouais, c'est ça. et en vrai, ouais, non, Et puis des fois, totalement. c'est les mêmes personnes qui vont t'aimer, 2 mois après parce que tu as gagné, une course super importante. Enfin, Ouais, c'est tellement ridicule, non, c'est c'est clair. absurde, mais bon, C'est clair. voilà. En fait, on a mentionné du coup, 2 trucs desquels j'aimerais bien parler avec toi, l'altitude et la récupération. Ah oui. Heu, alors toi, tu vis en altitude, tu t'entraînes en altitude. Est-ce que dans ton développement en tant qu'athlète, la croissance par rapport ta croissance par rapport à tes performances, tes capacités, tu as l'impression qu'en fait le fait à la fois d'y vivre, de t'y entraîner, et après, bah, nécessairement de la plupart du temps de redescendre pour une course, t'apporte réellement, un avantage? Parce qu'on voit souvent, bah, tu parlais de Blumenfeld, et naturellement, les Norvégiens, ils vont toujours s'entraîner en altitude. Il y a beaucoup plus d'athlètes maintenant qui, en fait, vont aussi s'entraîner en altitude et le partagent. Euh, c'est quoi ton avis sur ça, ta propre expérience? L Pardon, l'altitude, il faut pas faire n'importe quoi avec, parce que c'est vraiment différent de s'entraîner en plaine et en altitude. Hem
Moi, j'ai fait des cours, bon, je me rappelle pas de tout, hein, mais on a fait des cours sur l'altitude en STAPS et c'est vrai que si jamais une personne est intéressée, va faire un stage, s'y connaît pas trop ou son coach, vraiment, il y a pas de souci, ils peuvent me contacter et j'enverrai le cours. Vraiment, ça, il y a pas de souci. C'est Mais super sympa. c'est vrai qu'il y a énormément de points sur lesquels il faut faire, super attention. Faire un stage, on connaît tous un peu les gens qui font des stages, par exemple à Lanzarote ou même en France et que tu fais une stage, en général, tu finis le stage, tu es mort, tu en peux plus, tu es fatigué. Si tu fais ça en altitude, tu risques d'être fatigué pendant 6 mois. Genre vraiment. Ce qui est vraiment difficile, ça dépend des athlètes. Je sais que moi, mon coach, il travaille beaucoup avec la fréquence cardiaque. Si la fréquence cardiaque est bien, c'est qu'on a bien récupéré. Et si elle est pas bien, il faut modifier et adapter l'entraînement. Il y a d'autres athlètes qui travaillent avec le lactate, mais c'est vrai qu'en altitude, il faut énormément contrôler en fait son état. Et parce que si on récupère pas, et bah, on va pas pouvoir enchaîner les entraînements. Ça va être très très compliqué. Ouais. Et de vivre en altitude, c'est pas mauvais. Il y en a qui disent que c'est mauvais, non, c'est pas mauvais. Faut juste être un peu plus sérieux dans ce qu'on fait, essayer d'avoir un sommeil vraiment de plus en plus optimal et surtout réparateur. Moi, je sais que je travaille beaucoup avec la bague Oura justement depuis quelques années et c'est vrai que c'est vraiment mieux. Avant, c'était cata, c'était D'accord. vraiment cata. Donc cette bague, elle me permet vraiment de voir comment est mon sommeil, combien de siestes il faut que je fasse dans la journée pour essayer de récupérer mes dettes de sommeil. Enfin voilà, ça c'est quelque chose que j'aime bien travailler. Et après, je travaille beaucoup à la fréquence cardiaque. Par exemple, on peut essayer de faire, je sais pas, des 400, genre 20 fois 400. Et ben, ce sera pas les mêmes 400 qu'en bas. Déjà au niveau des temps, faut pas se traumatiser là-dessus, c'est pas grave. Mais par contre, tout ce que tu vas faire en altitude, forcément, sera bénéfique parce que tu vas multiplier tes globules rouges. Ce qui fait que quand tu vas redescendre en plaine, et ben, tu auras une capacité à prendre ton oxygène qui sera beaucoup plus grande, on va dire, parce que les globules, il y en aura plus. Ouais, Tu ouais, vois. ouais, ouais. Par contre, si tu as déjà des problèmes de fer, par exemple, bah là, tes globules, elles peuvent pas bien se former. Donc, ce qui fait que tu risques de te blesser. Et moi, c'est un peu ce qui s'est passé. J'appelle ça se blesser, mais en soi, mes globules rouges, elles étaient divisés en deux. Je crois que c'était je sais plus comment ça s'appelait. Mais en gros, mes globules rouges, elles se divisaient en deux, ce qui faisait que c'était encore pire que que si j'étais en plaine. Donc en fait, je devais limite faire des stages en plaine pour essayer de reformer mes globules rouges, pour essayer de revenir en altitude, mais c'était super compliqué. Et c'est vrai que des fois, quand il y a des personnes qui sont anémiées ou des problèmes de fer ou qui viennent d'une opération, souvent on les conseille de pas monter tout de suite en altitude parce que il y a une différence de pression qui est pas forcément correcte. Et voilà, donc ça, on l'a beaucoup vu chez les athlètes. Il y en a, ils venaient ou même j'étais avec des gars en couple et c'est vrai que c'était des fois perturbant parce que tu les voyais super forts. Ils faisaient le stage en altitude, ils se cramaient, ils rajoutaient des séances, ils essayaient de faire moins de récup ou bah en fait, ils rataient toute leur saison. Et c'est Ah vrai que ouais. c'est dommage. Je pense que le coach, faut vraiment qu'il se renseigne sur l'altitude avant d'amener son athlète en altitude. Tu peux pas juste faire un stage entre amis, te dire oh ouais, je vais aller faire en altitude. Et puis ton stage, il faut au moins qu'il dure 3 semaines. S'il dure une semaine, ok, mais dans ce cas-là, fais pas d'intensité ou évite d'en faire le moins possible parce que là, c'est pas du tout cohérent. Et puis tu vas le ressentir direct. De toute façon, la moindre intensité que tu fais en altitude, tu la ressens direct au niveau de la gorge. C'est vraiment, vraiment dur. Ceux qui ont vraiment fait des grosses séances, parce qu'après, tu peux en faire des très grosses séances et tu peux faire des bons temps aussi. Il faut juste que ton corps soit habitué. Et c'est vrai que ça brûle partout, hein. Même tes oreilles, ils brûlent. C'est Ah horrible. ouais. Vraiment, les grosses séances en altitude, que tu sois toute l'année ou juste en stage, c'est toujours le même effet, hein. Vraiment, ça change pas. Ça D'accord. brûlera toujours autant. Mais c'est super intéressant parce que même le fait de faire des petites séances, ça aura toujours un impact sur ton corps. Et ça, c'est Ouais, je vraiment bien. comprends. Je sais que moi, Ouais. ma VO2 max, elle a énormément amélioré depuis que je suis ici. Et c'est trop chouette. Vraiment, juste à faire des intensités hyper basses, comme faire des intensités très hautes, mais pas forcément tout le temps. Bah, ouais, ça a eu un réel impact et c'est trop chouette. Après voilà, Mmh. faut pas aller trop vite sur ses footings, faut vraiment faire attention, faut voir, comment on travaille. Si c'est avec les watts, bah, moi je sais qu'ici je le travaille pas trop aux watts, je travaille plus avec ma fréquence cardiaque. Donc ouais, c'est compliqué. C'est une méthode d'entraînement différente. Moi je sais que maintenant ça va mieux. Avec mon entraîneur, on arrive vraiment à bien gérer
mes entraînements, mais c'est vrai que des fois, si je lui dis que je suis fatiguée et que mon cœur, par exemple, n'est pas redescendu à 145, on n'y retourne pas. Ouais, Même je si la comprends. récupération, elle dure 3 minutes, c'est pas grave. C'est que le cœur, il peut pas. Enfin, des fois, on fera des séances autres, mais c'est vrai que c'est quand même super important de, voilà, la récupération et que ça soit la récupération entre les séries ou la récupération après les entraînements. Ouais, c'est différent. C'est Ouais, vraiment ouais. différent. Ah, c'est un truc qui m'a toujours intéressé. J'ai jamais fait de stage en altitude. J'ai déjà fait des passages en altitude. J'étais après l'Ironman Texas en avril. Je suis passé à Santa Fe, qui a 2200 mètres d'altitude, et je suis allé Ok. courir là-bas, mais en EF, hein, enfin très facile. Mais même malgré ça, C'est difficile, hein. Tu vu au ouais, niveau de la respiration? ouais, c'est Tu dur. cherches ton air un peu. Ouais, 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 c'est pas du tout le même ressenti. Le pire, c'est de nager, où là, tu as vraiment Ouais, l'impression que nager, ouais. tu vas crever, Ouais, c'est alors que vrai. vraiment, Un peu, c'est même quand tu es fatigué, je sais pas si tu as senti quand tu es allé là-bas, parce que tu avais fait avant l'Ironman ou après? non, je l'ai fait avant, mais je l'avais fait, Ah, c'était OK. peut-être une dizaine de jours avant, du coup, donc je m'étais quand même bien remis. Mais c'était, ouais, c'était en fait, même pour dormir, je trouve que c'est pas si facile. Il faut, Ouais, tu peux te réveiller la nuit et si tu ouais. avais fait après ton Ironman, tu aurais pu sentir que dans l'eau, c'est encore pire. Vraiment, tu as l'impression de te noyer. Je sais pas Ouais, comment j'ai pas de expliquer. doute sur ça. Ah ouais, c'est violent, Ouais, vraiment. non, non, ça m'étonne pas, mais c'est vrai que c'est un truc qui est, enfin voilà, qui a l'air super intéressant. Que je pense, comme tu dis, il faut vraiment faire très attention parce que je pensais pas que ça pouvait avoir un effet C'est sûr. délétère sur le long terme comme ça, mais ça m'étonne pas du tout en fait. Et vu effectivement, enfin voilà, comme le corps prend cher de toute façon, et ça m'étonne pas que ça soit quelque chose qu'il faille déjà faire sur la durée, parce que j'imagine que les premières séances que tu fais, enfin même pas séances, juste les premiers entraînements, c'est vraiment de l'acclimatation en réalité, Bah, de par toute façon. exemple, je sais parce qu'il y a quand même des personnes qui sont là pour conseiller aussi au Krebs et il faut le savoir. Il y a des gens qui travaillent en hypoxie Ouais, et on peut faire des séances en hypoxie. Donc ça, c'est quand même cool parce qu'on est accompagné, et là, tu peux voir qu'ils prennent vraiment tous les datas possibles, imaginables. ouais, Mais en général, quand tu arrives en altitude, c'est vraiment ton tout premier stage, mais fais une randonnée, marche, cours, enfin vraiment, c'est en altitude. facile quoi, facile. Bah, Ouais, c'est ouais, faut vraiment que ton corps, il commence à s'adapter et puis il y a des personnes, ça leur va pas du tout. Donc ouais, je on comprends. est vraiment tous différents, donc voilà, faut y Faut faire aller, mais attention, quoi. tranquillement. Faut faire Voilà, faut attention. faire attention. Et du coup, ton approche maintenant à toi, lorsque tu redescends pour une course qui généralement pas se passer en altitude. Euh, de mémoire, je crois qu'il y a un peu deux fenêtres. C'est genre quelques jours après où tu as un peu un pic, ou alors il faut attendre quand même pas mal de jours pour bénéficier un petit peu de ce pic-là de forme. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu as expérimenté aussi, et est-ce que toi, tu as une approche préférée par rapport à ça? C'est vrai que ça, je sais pas trop si ça dépend des gens parce qu'il y a toujours un peu, enfin, quand je parle avec d'autres personnes et d'autres athlètes, ils disent toujours un peu des choses différentes au niveau des sensations et ça dépend des entraînements que tu as fait aussi avant la course. Je pense aussi. Mais, quand je descends, en général, au bout de 2 jours, ça va. Moi, j'aime D'accord. bien et même 2-3 jours. Après, si je descends la journée, je sais pas trop si ça fait un impact. Enfin, je sens pas trop le truc. J'ai l'impression que c'est aussi dur qu'en haut, donc Ouais. je sais pas trop et si je descends, par exemple, le lendemain, ça, par contre, je le ressens tout le temps, il faut que je cours. Si je cours pas, j'ai l'impression que je sais pas respirer. C'est trop Ok. bizarre. D'accord. Donc ouais, ça dépend et après oui, forcément, tu sens énormément de différence. Déjà, tu sais, comment ton corps est capable de te brûler pendant un effort dur et très inconfortable. Donc forcément, quand tu fais une course, tant que tu as pas ressenti ça, beh, tu es capable d'aller, en fait. Donc Ouais. vas-y. Mm, mm, Donc mm. c'est vrai que ça joue beaucoup. Après oui, quand tu respires,
bah, tu moins suffoqué, tu as tout de suite de l'air. Enfin, c'est vraiment différent la sensation. Je préfère vraiment faire les courses en bas, hein. Ouais, non, C'est j'imagine. c'est trop cool. C'est vraiment J'imagine. chouette, surtout en natation, ça brûle moins les oreilles, c'est pas mal. Ouais, J'aime non, bien. non, ça c'est clair. Et en termes de récup, tu as mentionné la récup et notamment le fait que, bah, voilà, les pros naturellement, ils mettent l'accent énormément sur la récup, ne serait-ce que par le volume qu'ils mettent, Ouais, l'intensité aussi. l'alimentation, l'hydratation, par la Ouais, base. Ouais. ouais, c'est ton approche, de ça, si tu peux nous en dire un mot? Est-ce que c'est très axé, bah, tu disais avec la Bagura, sommeil, et donc je comprends aussi que tu fais, des siestes durant la journée. Est-ce que tu as un peu enfin voilà, une routine un petit peu, au niveau de la récupération? Et en termes d'alimentation, tu disais que peut-être ça peut avoir un effet en termes d'anémie, l'altitude, niveau fer. Est-ce que tu as une approche aussi particulière, à ça, de manière générale? Bah, il y a pas longtemps, j'ai fait des tests avec Pyrène, tests métabolisme justement parce qu'on s'est rendu compte pendant un test de vélo que Mmh mh. j'étais en, comment on dit? Ma glycémie n'était pas du tout bonne. Mmh. J'étais dans le rouge avant de Ouais, commencer le test OK. et donc j'étais en hypo et c'est vrai que là, on s'est posé plein de questions. On s'est dit: «Ouh là, mais si tu es en hypo et que tu es en altitude, tu as beau dormir tout ce que tu veux ou en fait, déjà, tu manges pas assez. Enfin, il y a un problème». Donc c'est vrai que là, on a fait des tests et sur les tests, on s'est rendu compte qu'il fallait que je mange plus gras que ce que je mangeais. Donc par exemple, le matin, il fallait que je mange des avocats, de la truite, beaucoup de noix de cajou, des choses comme ça et OK. beaucoup de poissons, par exemple, pendant la semaine. C'est des choses que je faisais pas forcément. Donc ça, déjà, j'ai pas mal changé et c'est vrai que je le vois, je me sens moins fatiguée, j'ai moins de moments d'âme, donc ça, c'est bien. Mmh. Et après, au niveau des siestes, bah, c'est toujours pareil, ça dépend un peu des types de journées. Là, en montagne, ce qui est compliqué, c'est que tu vis beaucoup avec la météo. Là, en ce moment, cette semaine, ça va, mais des fois, l'après-midi, il y a de l'orage. Donc, ta sieste, des fois, tu la cases, des fois, tu peux pas trop la caser parce que si tu pars plus tard, tu vas te prendre l'orage. Ouais. Donc ouais, ça dépend. Mais j'essaye vraiment après, on se réveille à 6 heures du matin pour aller nager et ça permet vraiment d'avoir une hygiène de vie, normalement qui est irréprochable. Après, je sais que je suis pas tout le temps parfaite, mais j'essaye vraiment de le faire parce que je sais que sinon le lendemain, ça va être super dur l'entraînement et passer un entraînement dur mentalement, c'est pas pareil que, déjà arriver et être en forme. Après forcément, le matin quand tu arrives à 6 heures, tu pas non plus, tu sais, c'est pas non plus l'ambiance, mais Ouais. voilà. Mais déjà à sentir que ton corps, il peut se réveiller, c'est cool. Donc Ouais, ouais, voilà et ouais. c'est super important et c'est vrai que, par exemple, si je m'entraînais plus tard, que je me réveillerais à 8 heures, peut-être que je me coucherais à 23 heures au lieu de me coucher à 22 heures ou 21h30. Donc ouais, je pense que c'est des trucs qui c'est important et au niveau de l'alimentation, surtout manger suffisamment. Forcément, on a tous des corps différents dans le triathlon. Il y a des personnes qui sont plus costauds, des personnes qui sont très maigres, des personnes Ouais. mais en fait, ça veut pas dire que tu vas être compétent parce que tu es mince, comme ça veut pas dire, tu vas être, je sais pas, c'est des plus des préjugés que les gens se font, alors que la réalité, bah, en fait, n'importe quel physique tu as, tu peux être très, très fort en triathlon et donc il faut pas se limiter à ça. Si ton corps a besoin de manger tant, bah, mange tant. Si ton corps a besoin de ça, bah, fais ça et c'est vrai que vraiment les tests qu'ils ont fait, j'ai trouvé ça super bien. Ça va vraiment permettre d'ajuster l'entraînement et se dire, bah, tu as fait tant, maintenant ton corps, faut que tu en prennes soin. Sinon, ça va pas durer longtemps, les performances. Ouais, Donc ouais. voilà. Ouais, je suis 100 d'accord avec toi et c'est clair que même au niveau amateur, de toute façon, où, bah, comme tu disais tout à l'heure, tu as aussi une journée de travail généralement, dans les jambes, bah, la récupération, et l'alimentation, bah, pour pouvoir durer, pour pouvoir combiner un petit peu le tout, c'est quelque chose qui nécessairement, a une place très, très importante et qui probablement, est l'aspect le plus négligé. On va tout mettre sur l'entraînement en tant que tel et bah, Ouais. parfois ça mène à des blessures, ça mène à du surentraînement, une fatigue chronique, donc C'est clairement, ça et puis même mentalement, tu peux être un peu, brisé parce qu'il y a un peu tout qui peut s'effondrer autour de toi alors qu'au final, c'est juste que tu es fatigué et tu as besoin de repos. Donc ouais, ouais, voilà, ouais. des fois l'entraînement, c'est peut-être mieux d'en faire moins ou même le supprimer parce que ta tête et ton corps, il a besoin de se reposer
et Ouais. c'est OK ça, il y a pas de souci. Absolument, absolument. Bah, écoute Eva, en tout cas, je suis super content parce qu'on a couvert vraiment pas mal de sujets et des sujets qui, en tout cas, m'intéressaient, beaucoup et on a vraiment pas mal appris aussi sur ton parcours. Ta saison 2026, elle va ressembler à quoi, pour la suite, à partir de maintenant? Là, je vais faire le Gorimane dans 2 semaines. C'est un événement en France qui se passe à côté de Montauban, donc je vais y aller. Après, je vais faire, 2 mois d'entraînement assez intensif. Je vais faire la Pro Series en Autriche. Si j'arrive à la prononcer, c'est, Zem-Alsi. Ouais, Mais c'est mais voilà, mais j'ai réussi à me confondre avec une pote il y a pas longtemps où elle a faisait une course à Sancy ou je sais pas trop quoi, en Angleterre et Swansea, après ouais, ouais. voilà et puis on s'est rendu compte que ce n'était absolument pas la même course qu'on parlait. Donc ouais, bah, je vais y arriver, hein, mais voilà, donc il y a la Pro Série là et après j'aimerais bien faire des challenges, je sais pas encore exactement lequel. Je sais que je vais aller à Barcelone parce que mes grands-parents veulent venir. Donc j'aurais OK, dit: «Oui, oui, j'y serai». Mais sinon je sais pas trop encore, enfin c'est un peu fou. Après ce qui est cool, c'est qu'on peut s'inscrire un peu au dernier moment en général. ouais. Mais voilà, donc là, la Pro Series, je me suis inscrite. Ça me stimule vraiment les Pro Series, c'est trop cool. Donc voilà, on verra. Ça On va. verra pour le reste. Et toi, c'est quoi Bah, tes écoute, prochaines courses? moi, pour l'instant, j'ai, Roth dans 2 semaines. Oh waouh, Donc, trop bien. ouais, j'ai hâte. Ça fait 3 ans que je dois la faire. À chaque fois, j'annule, soit parce que je suis éclaté, j'ai pas envie de reprendre une prépa, soit l'année dernière, je m'étais pété des côtes, donc je pouvais Ah, juste pas là, reprendre ça une va, t'es en prépa. forme, tu peux y aller. Écoute, jusqu'à 2 semaines avant la course, normalement, ça va. Et après, ça sera un petit 73 que j'ai glissé. Au, alors c'est un truc totalement improbable. C'est à Augusta dans le Maine, donc c'est OK, un je peu au connais nord pas du de, tout. de Boston. Bah moi non plus en fait, je connaissais pas, mais je vais passer un petit peu de temps là-bas et moi je me Ah, suis dit c'est tant trop qu'à bien. faire. Ouais, c'était un peu Bah la ouais, course carrément. surprise et après ça C'est sera Kona. chouette. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu vas Et à Kona? ouais, 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 ça sera OK, Kona. Donc incroyable. ça va être cool parce que j'ai pas mal de potes aussi qui y vont cette année. Donc ça Trop fait toujours bien. plaisir de se retrouver là-bas. Et puis probablement une course en fin d'année. Je regarde pour l'Ironman à Oman que j'aimerais bien. OK, Donc je voilà, connais ça, pas non plus. ouais, ça va OK. ressembler à ça. Bah, tout à l'heure, tu disais, tu vois, que si tu te bases sur ton résultat pour la course et que bah, tu n'as pas le résultat que tu veux, bah, tu peux être en déprime pendant Oui, 2 mois. oui. Ah Moi, mais oui, je l'ai vu souvent, plein de fois. bah ouais, et ça m'étonne pas. Et souvent, en fait, pour éviter ça, je vais toujours essayer de caler, tu vois. Bah, c'est pas que je serais déprimé si j'avais un sale résultat, parce qu'en vrai, sinon, je serais déprimé tout le temps, parce que des sales résultats, je veux dire, ça reste quand même. C'est toi qui te mets une pression un peu Ouais, mais pour les résultats, non? ouais, moi j'aime bien, tu vois. C'est comme toi, comme ce que tu disais au début, ça fait plaisir, tu vois, quand Ouais, tu je comprends. performes, tu arrives à faire un podium, tu as ton slot si Ouais, tu veux mais les l'avoir. pics de forme, tu peux pas en avoir tout le temps. Tu peux C'est vrai. avoir un niveau de base où, bah, par exemple, je sais pas, qui peut évoluer au fur et à mesure des années et donc être plus compétent là-dessus, sur ton niveau de base. Mais par contre, ton niveau pic de forme, tu peux pas en avoir tous les 15 jours, c'est Non, c'est clair, impossible. c'est clair. Ça, C'est clair. Et donc, du coup, bah, pour éviter ça, généralement, à chaque fois que je fais une course, je combine ça, tu vois, avec un voyage quelque part. Et comme ça, c'est même, trop bien. Mais même moi, si la c'est course, elle est pareil, je pourrie. choisis les courses en fonction des endroits. Genre là, l'Autriche, j'y suis jamais allée, mais j'ai toujours rêvé d'y aller. Du coup, j'ai dit à mes parents: «J'y vais». Bah ouais. Je pense que je vais peut-être y aller toute seule en plus, mais c'est pas grave. Vraiment, incroyable l'Autriche. Ça Bah, a l'air voilà, incroyablement non, beau. je connais pas ultra bien. Je suis allé à ouais, une ou deux fois, tu vois, à Kitzbühel et des coins comme ça, mais c'est super beau. C'est la montagne, il y a Ouais, c'est ça, c'est la nature, ouais, nickel. c'est très joli. Donc, bah, écoute, en tout cas, Eva, vraiment un grand merci de nouveau. Bah, merci à toi, c'était Je trop vais, cool. bah, c'était vraiment sympa de pouvoir échanger avec toi. Je vais mettre le lien vers ton Insta dans la description de la vidéo. Pardon, la vidéo. J'ai trop l'habitude en fait des vidéos sur ma chaîne. Dans la description du podcast, je reprends ça. Et bah, je te souhaite vraiment bah, voilà, le meilleur pour la suite de ta saison. On Bah, va merci suivre ça de beaucoup, très toi près. aussi. Et bah, Bon, on on se aura reparle. l'occasion de se revoir, 100%. je Il n'y a pense. Oui, aucun doute oui. sur ça. Ça marche, super. Allez, je te remercie beaucoup Eva et je te dis à très vite. Salut, ciao. À bientôt. Merci à tous ceux qui sont encore là d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast Sans Limite jusqu'au bout.
Abonnez-vous au podcast et n'hésitez pas à le partager, mais surtout, merci de mettre une note 5 étoiles avec un super commentaire pour aider à référencer le podcast, lui donner de la visibilité et nous motiver à continuer. Allez, à très vite.